Bonjour, cher public. L'Alliance française par ma voix vous remercie pour votre fidélité à notre chaîne Facebook, Instagram et Twitter. Nous sommes là encore pour assurer la continuité pédagogique à travers des vidéos de ce caractère-là. Et pour la séance d'aujourd'hui, nous allons vous présenter, après vous avoir présenté la semaine passée une vidéo sur l'étude de champ d'ombre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'œuvre de Albert Camus, L'étranger. Vous comprenez donc que la présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans le programme en classe de terminale qui est articulé autour de trois œuvres, de trois genres majeurs. La poésie, dont nous avons vu une œuvre illustrative la dernière fois, le roman que nous verrons aujourd'hui, et aussi le théâtre que nous pourrons voir la prochaine fois ou à une autre occasion. L'œuvre que nous allons voir, comme je vous l'annonçais, c'est L'étranger d'Albert Camus. Parler de L'étranger d'Albert Camus revient évidemment à aborder le roman, le chapitre du roman, et à l'illustrer à travers cette œuvre qui figure au programme de classe de terminale avec Les Soleils des Indépendances d'Ahmed Kourou. Que dira-t-on de cette œuvre pour aujourd'hui? D'abord, nous savons que toute œuvre est inséparable de la vie de l'auteur. Et c'est pourquoi donc, dans un premier temps, nous parlerons des aspects biographiques de l'auteur Albert Camus. Ensuite, nous passerons à la présentation de l'œuvre comme telle, à travers certaines approches. Et en fin de compte, nous terminerons par la lecture d'un microcosme pour illustrer le passage, pour illustrer ce style, en tout cas, qui est le style propre à un grand écrivain, un grand romancier africain. L'étranger d'Albert Camus a été publié en 1942 par Albert Camus, qui est un pied noir, né en 1913 près de Alger, donc la capitale de l'Algérie, et qui a grandi entre l'Algérie et la France. Et c'est pour cette raison, en raison aussi de la situation politique de l'époque, que Albert Camus et certains qui avaient donc des parents à la fois algériens et français étaient appelés des pieds noirs. Albert Camus est un auteur d'abord d'une grande dimension, parce qu'il a été un maître de penseur de toute une génération. À l'image de Jean-Paul Sartre, Albert Camus a développé une certaine philosophie qui consistait à faire une affirmation de la liberté et de la révolte. Et c'est en ce sens-là qu'il a fini par influencer toute une génération de l'après-guerre. Albert Camus est aussi un grand philosophe, ou, comme certains l'appellent, un philosophe populaire. Et cette appellation, il la doit au fait qu'il a pu enseigner des leçons, des questions philosophiques à travers des formes littéraires qui étaient des formes littéraires très populaires. Ces romans sont présentés la plupart du temps comme étant des romans à thème philosophique. Nous savons aussi que son théâtre a véhiculé des leçons philosophiques. Nous savons, donc, à partir de ce moment donc, il s'est affirmé très vite comme étant un philosophe, mais surtout un philosophe de l'absurde, parallèlement à cette philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre. Albert Camus aussi est surtout un homme révolté, mais aussi un homme engagé. Et cet engagement, il l'a bâti autour de la question de la condition humaine. Parce qu'Albert Camus est un grand lecteur d'André Gide, mais aussi d'André Marleau,
il a été aussi un proche de Ionesco, de Samuel Beckett, qui sont des auteurs surtout qui se sont affirmés par rapport à un certain désespoir qui caractérisait donc l'homme moderne surtout. Mais ce qu'il faut dire à propos d'Albert Camus, c'est que cette absurdité conduit très souvent à la révolte. Et par rapport à cette révolte-là, il faudrait dire qu'Albert Camus a été impliqué, il s'était impliqué dans toutes les préoccupations de son époque. D'abord dans la lutte contre l'oppression, mais aussi il s'est impliqué dans la résistance, le contexte de la résistance. Et ceci fait donc que Albert Camus a été au cœur des événements de son époque, aussi bien du côté de l'Occident que du côté de l'Algérie elle-même. Où il y a eu à cette époque un mouvement, le Front National de Libération, qui avait commencé à faire des revendications pour l'indépendance. Mais il faudrait noter à ce sujet-là qu'Albert Camus a eu plutôt une position très responsable dans la gestion de la revendication de la liberté qui était animée par Keshani Hadj. Parce qu'il va considérer qu'il ne faut pas continuer à faire la promotion d'une certaine idéologie qui consisterait à être des extrémistes dans la lutte pour l'indépendance. À ce sujet donc, voilà les éléments biographiques qui entrent en droite ligne avec l'œuvre que nous allons voir aujourd'hui. S'agissant de cette œuvre, nous savons aussi que l'œuvre est très souvent liée à son époque. Mais la grande exception pour l'étranger d'Albert Camus, c'est qu'il est difficile de retrouver les trames de cette histoire à travers l'œuvre. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que dans ce contexte où il y a la lutte menée par le Front populaire de libération, dans le contexte aussi de la résistance, l'étranger a fait fi de ces événements-là d'une certaine manière, parce que nous avons tout simplement une histoire qui s'est liée ici à des événements plutôt en fait avec la société algérienne de manière générale. Et à ce niveau, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'en Algérie, à la même époque, nous avons le projet de loi Blum-Violette qui avait instauré et qui avait reconnu à une petite partie des Algériens la nationalité française. Ceci a aussi entraîné une frustration au sein de la population. Et c'est cette situation sociale, cette situation de malaise qui va conduire certains Algériens surtout à la révolte. À partir de ce moment donc, nous voyons qu'il y a là le statut social qui est ici source de révolte de ces pieds noirs, mais aussi des Algériens et de la population de manière générale. À cela, il faudrait ajouter aussi le fait de la difficulté de l'identité des Algériens de cette époque. Si nous suivons les trames de l'histoire de ce peuple, nous voyons que on parlait au début d'Algériens, ensuite il s'est agi dans le vocable pour désigner ces populations de parler des Arabes, et ensuite on a parlé des indigènes, avant de parler de la nation musulmane. Ce qui veut dire donc qu'à travers ces appellations, nous retrouvons ici toute une histoire de colonisation, d'abord qui a été arabe, ensuite une colonisation européenne avant le passage de l'État islamique. Et ceci a créé un problème d'identité qui se reflète aussi dans l'œuvre. Et cette œuvre, si nous essayons de l'approcher afin de mieux la comprendre, est une œuvre qui a été reconnue comme étant un best-seller, mais aussi un grand chef-d'œuvre. Que
en quoi réside le succès de l'étranger? Dans la présentation, il ne faudrait pas oublier surtout de l'aborder. D'abord, en étudiant la première page de couverture. Ainsi donc, si nous prenons cet exemplaire, nous voyons que dès le début, on a d'abord une présentation assez significative de l'œuvre à travers un tableau qui représente le tableau de peinture abstrait qui donne ici toute une liberté d'interprétation au lecteur, mais aussi à travers le titre. Et à propos de ce titre-là, il faudrait noter ici qu'Albert Camus, avant de stabiliser le titre de l'étranger, a hésité sur plusieurs autres titres. Il a pensé d'abord à l'homme, un homme libre, un homme heureux. Il avait déjà écrit un autre roman en 1935 qui est Un homme heureux. Mais nous retrouvons donc ici une certaine hésitation. Ce qui était le plus important pour lui, c'était d'arriver surtout à avoir un titre qui pourrait refléter ici l'indifférence du personnage. Et ce titre-là, c'était l'étranger. C'est pourquoi donc, dès la première page de couverture, nous voyons qu'il y a ici le résumé de l'œuvre qui apparaît comme tel. S'agissant de ce résumé, proprement dit, nous dirons que l'histoire commence par l'annonce de la mort du personnage principal ici, qui est Morcel, qui est ici la mère. La mère étant décédée, Morcel apprend l'événement à travers un télégramme, puis il se rend à l'enterrement, auquel il a assisté sans pleurer. Ensuite, après, à la sortie de cet enterrement, il part à la plage avec une ancienne collègue dactylographe, Marie Cardona, avec laquelle il avait une liaison amoureuse. Par la suite, il s'est lié d'amitié avec Raymond Sintès, qui a eu une bagarre avec les Arabes au niveau de la plage. Et pour éviter le scandale, Morcel a retiré le pistolet de Raymond Sintès avant de revenir sur la plage où un Arabe lui a provoqué, et sous l'effet du soleil, Morcel a tiré sur l'Arabe et l'a tué sur la plage. C'était un jour de dimanche. Le narrateur nous dit que c'était 4 coups brefs par lesquels je venais de frapper à la porte du malheur. À cet événement, il s'ensuit l'arrestation de Morcel, puis sa présentation au juge après une instruction qui a duré 11 mois, et ensuite le procès de Morcel s'est ouvert au tribunal, à l'issue duquel il a été condamné pour n'avoir pas pleuré sa mère, pour avoir donc tué sa mère avec un cœur de criminel. Voilà les événements qu'il fallait recadrer ici pour comprendre le titre d'abord, comment le titre reflète exactement le contenu de l'œuvre. Par ailleurs, l'œuvre d'Albert Camus présente une structure un peu complexe. Et pour le comprendre, il ne suffit pas de se focaliser ici de partir, de se fier à une certaine facilité qui montre clairement qu'il y a 2 parties dans cette œuvre-là, mais surtout étudier le traitement que Camus a fait du temps et de l'espace dans cette œuvre. Par rapport au temps, nous assistons ici à une certaine ouverture du temps. Il est tantôt question de la cellule où Morcel a été incarcéré, mais il est aussi tantôt question d'une grande ouverture sur la plage et au-delà, la mer. Cette ouverture de l'espace trahit en réalité une certaine illusion que Morcel s'est faite pendant tout le moment où il a été incarcéré dans sa cellule, parce qu'en réalité, dans un certain souvenir d'une exécution où avait assisté un personnage, il remarque qu'il avait une fausse représentation de la guillotine qu'il imaginait être en ascension en plein ciel.
Et Morsel découvre, en relisant un article de journal, que la guillotine était étalée par terre. Donc ça, c'est le premier aspect de l'illusion de l'espace que nous voyons ici. Et cette illusion de l'espace était déjà entretenue dès le début du roman, parce qu'il y a un brouillage de l'espace et du temps. En plus de cela, il y a le traitement du temps. Ce qui montre ici qu'il y a un travail de style que Camus a opéré par rapport à la dilatation ou au resserrement des événements. Dans la première partie, nous avons des événements qui ont duré 17 jours, mais dans la deuxième partie, les événements ont duré 11 mois. C'est le temps de l'instruction avant et du jugement de Morsel, qui a été finalement condamné à la peine capitale. Ceci étant donc, nous voyons qu'il y a ici un travail énorme que Albert Camus a fait au niveau du style. À côté de cela, la particularité ou la grande réussite encore de cette œuvre, c'est à travers les thèmes abordés, où nous avons des thèmes comme celui de la mort qui est au début, au milieu et à la fin de l'œuvre. Parce que Morsel sait que maintenant il a été condamné à la peine capitale et qu'il attend le moment de son exécution. Mais à côté de ceci aussi, il y a l'absurde de la condition humaine. Albert Camus, à travers cette œuvre, montre comment le destin humain revient, il y a un certain retour toujours à la case de départ. Et cette idée qui est une philosophie qu'il s'est faite de la vie, cette conception de la vie, il l'a aussi exprimé dans une œuvre qui a été publiée la même année, qui est le mythe de Sisyphe, où le personnage a été condamné à rouler une pierre jusqu'au sommet d'un rocher et à reprendre le travail éternellement. C'est pourquoi non, déjà, dans le traitement du temps aussi, il y avait ces événements qui revenaient comme un éternel recommencement. La vie de Morsel est une vie qui tourne autour du dimanche. Les grands événements se sont passés le dimanche. Il est allé à la plage le dimanche. Il a tué l'arabe le dimanche. Et c'est autour de ces événements qu'il y a un basculement des faits de sa vie. Mais dans la deuxième partie, aussi, il y a un mécanisme du temps qui montre un enchaînement d'événements que le personnage lui-même a du mal à expliquer. Et ceci nous ramène ici donc à une incompréhension qui fait qu'en fin de compte, puisque le personnage s'est rendu compte que dans la vie, il est inutile d'essayer de décortiquer le schéma ou le sens de certains événements qui s'enchaînent sans s'arrêter et qui tournent en rond, il a compris que la meilleure solution ici à ce mécanisme du temps, c'était d'arrêter tout simplement de se soucier de ces événements-là et donc d'être indifférent. C'est cette indifférence qui va conduire évidemment à la mort, mais aussi à l'éternité, parce que Morsel croit à cette éternité-là une fois de plus, parce qu'il est un bon croyant. En dehors de cela, en dehors de ce thème aussi, donc, il y a une satire, et surtout une satire qui est axée sur le procès de la justice. L'œuvre fait une caricature de la cour, avec les différents membres de l'institution juridique qui sont ici en jeu. Nous voyons à travers cette œuvre-là défiler les différentes figures de personnes qui constituent ici tout simplement des pions d'une institution qui se soucie peu de la justice. Et à cet effet donc, l'œuvre a emprunté les traits de la satire. Une satire qui va ici jusqu'à un certain reniement et donc une forme de révolte contre tout un système judiciaire. Et c'est pour cette raison que l'œuvre a plus tard contribué à l'abolition de la peine de mort dans plusieurs pays du monde, en principe et en premier lieu en France d'abord. Nous voyons donc ici une richesse thématique qui a continué, qui a participé longuement à la réussite de cette œuvre-là.
En dehors de cela, ce qu'il faudrait ajouter est aussi la grande réussite, surtout le style avec lequel l'auteur a travaillé. La multiplication des points de vue, les focalisations externes, la focalisation interne, la focalisation zéro sont tous présentes dans cette œuvre-là. Et puisque cela même, Albert Camus fait preuve d'une grande maîtrise ici et d'un style inédit qui va influencer toute une génération dans l'avenir. Et c'est pourquoi nous terminerons par dire que notre point de vue sur cette œuvre-là, c'est qu'il s'agit d'un grand chef-d'œuvre. Un grand chef-d'œuvre qui s'est illustré à travers un style inédit qui va influencer une postérité. Un grand chef-d'œuvre en raison de la variété de ces points de vue et l'agilité, avec la réussite avec laquelle Albert Camus a pu exprimer, a pu nous faire entrer dans l'esprit des différents personnages, la réussite avec laquelle aussi il a pu nous introduire et en faire un témoignage comme celui d'un journaliste, le journaliste qu'il fut, de ces événements qui se déroulent dans la cour, surtout lorsqu'il s'agit de décrire le procès de Morceau. Mais aussi, et surtout, il s'agit là d'un grand chef-d'œuvre, à mon avis, parce qu'il va constituer ici un précurseur du nouveau roman que nous avons connu plus tard avec Alain Robbe-Grillet, avec Marguerite Sarraut et les autres romanciers du XXe siècle, des romanciers de la deuxième génération, comme certains critiques les appellent. Voilà de manière générale donc une présentation que l'on pouvait faire en si peu de temps de cette œuvre que je vous invite à lire, parce qu'en raison de toutes ces idées que nous avons données en ébauche. Et avant de terminer, je vous renouvelle encore de respecter les mesures de distanciation sociale en cette période de lutte contre la pandémie, à ne pas oublier de vous servir partout de votre masque, du lavage des mains et aussi à respecter la distance minimale requise. Avant de terminer, je voudrais vous inviter à revisiter et à nous suivre régulièrement sur la page Facebook de l'Alliance, sur Instagram et sur Twitter. Avant de finir, je vais vous lire le microcosme que j'ai choisi pour aujourd'hui. Je l'ai choisi à raison de sa grande expressivité. Je l'ai choisi parce que dans ce passage, je retrouve une variation des points de vue de l'auteur et du narrateur. Je l'ai choisi aussi parce qu'il nous invite à nous interroger sur certains procès auxquels nous assistons, ou bien dont nous sommes tous les jours témoins à travers ce que la presse nous relaie. C'est pourquoi donc, je vous invite à relire l'ouvrage à partir de la page 158. C'était l'après-midi, les grands ventilateurs brassaient toujours l'air épais de la salle et les petits éventails multicolores des jurés s'agitaient dans tous les sens, dans tout le même sens. La plaidoirie de mon avocat me semblait devoir jamais finir. À un moment donné, cependant, je l'ai écouté parce qu'il disait « Il est vrai que j'ai tué ». Puis il a continué sur ce ton disant « Je ». Chaque fois qu'il parlait de moi, j'étais très étonné. Je me suis penché sur un gendarme et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit de me taire et après un instant, il a ajouté. Tous les avocats font ça. Moi, j'ai pensé
que c'était m'écarter encore de l'affaire, me réduire à zéro et, en un certain sens, se substituer à moi. Mais je crois que j'étais déjà très loin de cette salle d'audience. D'ailleurs, mon avocat m'a semblé ridicule. Il a plaidé la provocation très rapidement et puis, lui aussi a parlé de mon âme. Mais il m'a paru qu'il avait beaucoup moins de talent que le procureur. Moi aussi, a-t-il dit, je me suis penché sur cette âme. Mais contrairement à l'éminent représentant du ministère public, j'ai trouvé quelque chose. Et je puis dire que j'y ai lu à livre ouvert. Il y avait lu que j'étais un homme honnête, un travailleur, régulier, infatigable, fidèle à la maison qu'il emploie, aimé de tous et compatissant aux misères d'autrui. Pour lui, j'étais un fils modèle qui avait soutenu sa mère aussi longtemps qu'il l'avait pu. Finalement, j'avais espéré qu'une maison de retraite donnerait à la vieille femme le confort de mes moyens, que mes moyens me permettaient pas de lui procurer. Je m'étonne, monsieur, a-t-il ajouté, qu'on ait mené si grand bruit autour de cet asile. Car enfin, s'il fallait donner une preuve de l'utilité de la grandeur de ces institutions, il faudrait bien dire que c'était l'État lui-même qui les subventionne. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo où nous continuerons à parler des œuvres au programme. Merci.